Merci. Donc, comme vous le savez, nous avons notre ami Robert Cohen. Donc, j'appelle Sibuskraoui, Syrienne. Voir même si à distance. On espère. On est, Inch'Allah, on est proche au moins de la fin de l'Omicron, comme ça on peut se revoir et discuter comme ce qu'on a fait le 13 novembre. Voilà, c'était un plaisir. Et tu sais combien je tiens à ça. Je le sais, et c'est pour cela, mais même à distance, on a voulu, parce que tu es l'un des chevilles ouvrières de ce congrès annuel Dr Haj Driss Ben Jelloul, et donc on voulait absolument que tu sois avec nous, d'autant plus que ça discute beaucoup au niveau de tout ce qui est présidé par le professeur Mounitar Al-Alaoui, qui font un travail exceptionnel. Il faut savoir qu'il y a une réunion par semaine du comité Covid, donc ils discutent toutes les nouveautés, et donc nous avons de la chance d'avoir avec nous le Dr Yahyan, directeur de la population, qui est toujours présent et qui nous soutient continuellement et qui soutient l'ensemble des pédiatres du Maroc. Et ça, c'est une excellente chose. Et aussi, mon ami de longue date, Si Mohamed Bouskaraoui, doyen de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, puisque maintenant c'est devenu pharmacie aussi, et qui est donc aussi le président de la SOMIPER et le président d'honneur d'Infovac Maroc, et qui est en alter ego en matière de bulletin Infovac. Voilà, donc je vais donner la parole à mes amis Dr Bouskaraoui et Dr Yahyan. Yahyan, si tu veux commencer le premier, comme ça, si Bouskaraoui s'occupera de diriger, de modérer après toi. Tfaddal. Avec le micro, يخدم. Merci Monsieur le Président, chers collègues, mes chers maîtres. Donc, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis content d'être parmi vous toujours. Comme l'a précisé Moulay Saïd Afif, on a de la chance d'avoir des gens, des personnalités reconnues par leur père, reconnues par leur publication. Au niveau du comité de vaccination, on est hier, jeudi, à la 64e session ordinaire et extraordinaire. Nous suivons la tendance épidémiologique avec grand intérêt et il y aura des nouveautés. Il y aura une étude nationale marocaine de la professeure Abou Al et son équipe, le CHU de Rabat. Elle est très très intéressante. Je vous mets l'eau à la bouche et je m'en tiens à la confidentialité puisque ça va être publié prochainement. Merci beaucoup. Shukran, merci beaucoup. Bonjour Robert, chers amis, chers collègues, c'est un réel plaisir de modérer cette table avec mon maître Robert Cohen. Nous attendons toujours avec grande patience les données des études marocaines. Je pense parce qu'il y a très très peu de données concernant le vaccin chinois. Ça, c'est très important. Je ne vais pas trop tarder. Mes collègues, ils attendent beaucoup ta présentation, Robert, parce qu'ils ont beaucoup de questions à poser sur la vaccination des enfants. À toi la parole. Merci. D'abord, merci à tous. Je me mets en meilleure position. Alors, combien on a? On a à peu près 40 minutes de présentation et 20 minutes de discussion. Vous voulez comment on répartit ça? Oui, tout à fait. C'est bien comme ça? C'est bien comme ça, oui. Tout à fait d'accord. Voilà. Je partage mon écran. Alors, vous m'aviez donné 2 sujets, donc je me suis tenu comme d'habitude de 2 sujets.
Covid de l'enfant, situation actuelle, et vous verrez qu'elle a beaucoup changé. Et qu'est-ce qu'il faut penser de la vaccination de l'enfant? Alors, ça c'est classique, les liens d'intérêt. Je n'ai aucun lien d'intérêt en termes de Covid. Je n'ai travaillé pour aucune firme, mais excusez-moi, c'est le reste de mes liens d'intérêt, mais c'est traditionnel chez nous. Comme je dis souvent, mon lien d'intérêt principal, c'est de m'occuper d'enfants. C'est déjà pas mal. Alors, le premier, tout le monde dans la salle, on devrait savoir en tout cas que les séjours en réanimation, les séjours d'hospitalisation, tout ça, c'est beaucoup moins fréquent chez l'enfant que chez l'adulte. Que les formes asymptomatiques et post-symptomatiques sont bien plus fréquentes. Avant la vaccination des adultes et avant Omicron, il va falloir dire que Omicron change beaucoup la donne. L'infection à SARS-CoV-2 était moins fréquente chez l'enfant et la contagiosité hors promiscuité, je veux dire, dans le même, on dort et on mange dans la même maison, moins forte. Alors, une fois que je vous ai dit ça, excusez-moi, j'ai un peu de mal à passer la diapo suivante, ça va passer. Maintenant, les symptômes du Covid, eh bien, les symptômes, c'est celui de toutes les infections respiratoires. Et il y a une façon de présenter les choses, c'est quel est le pourcentage qui a de la fièvre, quel est le pourcentage qui a de la toux, quel est le pourcentage qui vomit, et vous voyez, en rouge, c'est quand c'est présent, en jaune, c'est quand c'est pas présent, et en bleu quand on sait pas. Cette façon de présenter les choses me paraît un peu, comment dire, un peu simplette, parce que les symptômes qui sont marqués ici, avec ces différents enfants, les symptômes, eh bien, vous voyez, ce sont des symptômes qu'on voit dans toutes les maladies respiratoires de l'enfant. La toux, la fièvre, la gêne respiratoire, le nez qui coule. Tout ça n'a pas beaucoup de valeur à mon sens et ne nous permet pas de distinguer avec les autres infections respiratoires qui sont si fréquentes chez l'enfant. D'accord ? Donc, on va travailler différemment. Maintenant, ce que je suis en train de vous montrer, c'est, sur cette diapo-là, c'est l'énorme augmentation du nombre de cas depuis quelques semaines ou mois en France, qui est la traduction, parce qu'on prélève très souvent. Et on peut même dire aujourd'hui en France, aujourd'hui, on prélève probablement trop souvent les enfants. D'accord ? Parce que finalement, avec, comme on dit, trop d'informations tue l'information, et bien aujourd'hui, avec Omicron, on peut dire que trop de prélèvements, eh ben, ça nuit au débat, ça nuit à voir clair. Et ça, c'est le diapo qui date d'aujourd'hui. Ce sont les nombres d'hospitalisations en France en pédiatrie. Regardez, ça c'est les vagues antérieures, et regardez la vague d'aujourd'hui. Ça vous rend inquiet, non? Ben non, vous avez tort d'être inquiet. Parce que si vous regardez bien, plus que 60%, c'est en bleu, c'est des moins de 1 an. Et si je vous avais montré plus précisément qu'est-ce que c'est que les moins de 3 mois, les moins de 3 mois, ça représente 70% de cette vague. Ça veut dire que la majorité de ces enfants qui sont hospitalisés pour des fièvres chez un enfant de moins de 3 mois, et vous savez quelle prudence on a pour les moins de 3 mois, quand ils ont de la fièvre, on fait des examens, on fait des échocultures, et on fait le test. Et donc voilà, ce que vous voyez là, c'est cette augmentation. Cette augmentation extrêmement rapide des hospitalisations en France ne nous surcharge en rien l'hôpital, ça n'a rien à voir avec les bronchiolites, ça n'a rien à voir avec les grippes ou des choses comme ça. C'est vraiment des pathologies bénignes, parfois des concomitances, je reviendrai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est qui sont les hospitalisés? Pour des nouveau-nés, des nourrissons de moins de 3 mois, pour des syndromes fébriles, c'est classique. Ce sont des enfants qui ont des pathologies sous-jacentes diverses, drépanocytose, immunodéprimés, etc. Et bien, quand ils sont hospitalisés, qu'ils ont de la fièvre, on trouve le Covid, mais ils ne vont pas plus loin. Il y a des co-infections. Alors, maintenant, vous savez qu'on utilise beaucoup les PCR multiplex, et quand on utilise les PCR multiplex, on s'aperçoit que de temps en temps, il n'y a pas que le SARS-CoV-2, il y a aussi un VRS, de la grippe ou autre chose. L'autre
situation qui est importante, c'est les PIMS ou les MISC, c'est-à-dire c'est le syndrome de Kawasaki-like. Ceux-là, ils n'ont pas encore augmenté de façon significative parce qu'ils surviennent un mois après le pic épidémique et dans aucun pays, en dehors de l'Afrique du Sud, qui n'avait pas décrit beaucoup de PIMS ou de MISC, on a un recul d'un mois, même les Anglais ont une semaine à 10 jours d'avance sur nous. Je ne peux pas vous dire si Omicron donne des PIMS comme les autres ou pas. Et puis il y a quelques pathologies graves inexpliquées. Des enfants sans facteur de risque particulier qui se retrouvent en réanimation. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. Je peux vous dire qu'on a refait le point aujourd'hui avec l'ensemble des services de réanimation pédiatrique de France, l'ensemble avec la majorité des services de réanimation pédiatrique, avec la majorité des services de pédiatrie, nous ne sommes pas inquiets de la vague actuelle en termes d'hospitalisation. Ça, c'est les séjours en réanimation. Et là encore, ils ont l'air d'avoir augmenté. À la réalité, la majorité d'abord, c'est sur une semaine, et ces enfants restent très peu longtemps hospitalisés en réanimation, et la majorité a une pathologie sous-jacente importante, par exemple un drépanocytaire qui est un syndrome thoracique aigu, un insuffisant respiratoire chronique qui fait des pathologies, et que le SARS-CoV-2 vient aggraver de façon transitoire. La mortalité est extrêmement faible. Alors, vous savez, maintenant, il y a des pathologies dont on peut faire le diagnostic évoqué. Donc, maintenant, tout le monde connaît ces lésions des doigts qui sont évocatrices de PIMS. Ce qu'on connaît un peu moins, c'est les cyanotic-rostyles. Le syndrome de cyanotic-rostyle peut être vraiment déclenché par les PIMS, excusez-moi, par l'infection SARS-CoV-2, de même que des exanthèmes non spécifiques. Alors, maintenant, depuis 2 ans, 1 an et demi, on a commencé une étude systématique des patients ambulatoires que nous testons. Et je peux vous dire qu'on teste énormément d'enfants. Ce sont tous les enfants qui ont moins de 15 ans qui arrivent dans certaines urgences pédiatriques et surtout dans des cabinets de pédiatres et qui ont ou une PCR ou un test antigénique, soit parce qu'ils sont en contact avec quelqu'un de malade, soit parce qu'ils ont des symptômes, soit parce qu'ils ont les deux. Et sur cette étude-là, on a greffé des évaluations, des tests, parce qu'ils ont souvent un autotest, c'est la PCR, parce que c'est très important. Donc, on a distingué plusieurs périodes de l'étude. La première période, c'était la souche ancestrale. Ensuite, ça a été l'alpha. Et ensuite, ça a été le delta. Et puis, delta, et maintenant, c'est omicron. Et vous voyez, sur toutes ces périodes-là, on a inclus 6500 malades. L'étude continue toujours, et on est pas mal à participer. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que contrairement à l'hôpital, vous voyez qu'en ville, les moins de 3 mois, c'est beaucoup moins, puisque quand ils ont moins de 3 mois, souvent ils vont à l'hôpital. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le taux de positivité de nos tests varie en fonction des vagues épidémiques. Et aujourd'hui, je reviendrai sur le résultat, il n'a jamais été aussi élevé. Et alors, il faut bien comprendre que quand on a des symptômes et on est contact, la probabilité que la PCR ou l'antigène soit positif devient extrêmement importante. C'est le facteur essentiel. Vous voyez, ça, c'est le taux de positivité de test. Vous voyez que ça suit. Si je ne vous ai pas mis les vagues épidémiques, en France, ça les suit de façon isolée. Et cette diapo est intéressante parce que ça montre les vagues épidémiques, d'accord? Ça, elle montre le taux de PCR positif ou d'antigène positif dans ces populations de patients ambulatoires quand il y a un contact, et ça, c'est quand il n'y a pas de contact. Et vous voyez toujours cette constat, c'est-à-dire ce sont des enfants qui viennent parce qu'ils ont de la fièvre, parce qu'ils touchent, parce qu'ils sont malades, ou tout ce que les signes qu'on a vu tout à l'heure. Quand on teste et qu'ils n'ont pas de contact, ils sont toujours en dehors, en dessous des chiffres de positivité des adultes. Par contre, dès qu'il y a un contact,
eh bien, ils sont augmentés. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré toute une série de sites qu'on collige à chaque patient, et on a regardé si les gens qui avaient un test positif ou un test négatif, qu'est-ce qui sort? Eh bien, rien. Il ne sort rien. Ce qui sort, c'est l'anosmiagosie, mais c'est très peu de patients, et c'est que des patients au-delà de 7 ans. Les maux de tête sont aussi un peu plus fréquents, notre ratio est 1,7 chez les positifs. Tout le reste, la fièvre, le niveau de la fièvre, la toux, rien ne sort. Et quand je vous dis ça, c'est sur des milliers de malades, bien entendu. Alors, est-ce que le delta a changé quelque chose? On a dit que le delta est plus contagieux. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Ça ne change rien. Ce que je vous dis pour le delta ne va pas être vrai pour l'Omicron. D'accord? C'est le delta, ça se contamine essentiellement dans des milieux proches. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de contamination à l'école, hein, mais ce n'est pas ça le facteur essentiel, c'est la contamination intrafamiliale. Donc, je passe rapidement parce qu'on a été sur ces valeurs, chevauchement complet des signes, d'accord? C'est pas possible de prélever plusieurs fois par an les enfants en les prélevant, en les torturant au bout du nez, d'accord? Donc on a essayé d'aller un peu plus loin. Et d'aller un peu plus loin en tenant compte des dates par rapport à la contamination et de l'intérêt des autotests. Ça, c'est des articles qui datent maintenant d'un moment. On préfère, vous voyez ici, avoir un autotest qui va être positif peu de jours, mais qu'on va pouvoir répéter très fréquemment, qu'une PCR qui certes va être positive plus longtemps, d'accord, mais qu'on ne peut pas répéter indéfiniment parce que c'est désagréable pour les enfants. À chaque fois qu'ils ont de la fièvre, on ne peut pas leur faire subir ça, et qui est bien entendu bien plus. Alors, sur ça, on a essayé à travailler sur la sensibilité, la spécificité de ces tests. Et vous voyez que par rapport à la PCR, vous voyez que ces tests, c'est moins sensible, mais pour les enfants qui sont contagieux, c'est-à-dire ceux qui ont une charge virale élevée, c'est-à-dire un nombre de cycles en PCR qui est faible, les tests sont très fiables. Simplement, c'est sûr qu'au début, ou surtout à la fin d'une infection, la PCR peut être plus longtemps. Et au fur et à mesure, comme tout le monde s'est aperçu, que ce n'était pas possible d'aller prélever tous ces enfants au fond du nez systématiquement, pas nous, hein, mais tout le monde a essayé de voir si des prélèvements plus superficiels avaient une sensibilité qui était suffisante, en particulier des prélèvements soit au cornet inférieur, soit en nasal. Et on va vous montrer des résultats qu'on adapte au jour le jour. Alors, vous avez déjà vu l'autre fois ce petit film, ces autotests, ça c'est les autotests qu'on utilise en consultation aujourd'hui, et ce sont les enfants eux-mêmes qui les font. Et au début, elle fait comme ça, mais qu'est-ce que je fais? Tu mets là, assis, hop, tu tournes, 15 fois, tu tournes, 15 fois de l'autre côté. Je vous passe en accéléré, hein, parce que c'est 15 secondes de chaque côté. Et puis après, on met ça dedans, et on regarde le résultat. Le résultat, c'est 10-15 minutes. Donc, le même test, et maintenant, on va vous montrer les résultats. Les résultats de ça. Ce test-là, d'accord, en situation avec le delta et aussi avec le micron, on a une sensibilité de 85,4%. Et vous voyez bien, ces enfants-là, maintenant, ils ne refusent pas qu'on les teste. La spécificité est de 99% et la concordance, elle est excellente. Il y a eu un doute pendant un moment et la FDA a mis un doute sur ces tests, les tests en général et au micro, mais finalement, l'expérience montre que c'est aussi sensible, quel que soit le résultat. Et ce sont les enfants qui voyaient à partir de l'âge de 3 ans, grosso modo,
se font eux-mêmes le test sous notre contrôle. Alors on dispose aussi de tests multiples avec grippe et SARS-CoV-2, grippe, VRS, SARS-CoV-2. Et tout ça maintenant, on est en train d'évoluer vers des tests aussi facilement réalisables que ce que je vous ai montré là, c'est-à-dire prélèvement des enfants eux-mêmes et avec résultats pour plusieurs résultats. Donc, voilà, donc franchement, je vous encourage non pas à utiliser ce type de test fréquemment, parce qu'on arrive à la période Omicron. Alors Omicron, vous avez bien compris que ça changeait beaucoup la donne. Ça changeait beaucoup la donne parce que l'efficacité sur que vous voyez Omicron ici, vous voyez Delta là, diminuait très très rapidement après la deuxième dose et qu'il fallait une dose de rappel pour faire remonter cette efficacité à un taux acceptable. Je ne parle pas des formes graves, je parle des formes graves. Alors que Delta. Et là encore, cette diapo, c'est le CDC qui a sorti ce résultat il y a quelques jours, d'accord, et montre que le vaccin Moderna est encore plus efficace. C'est pas un secret, c'est parce qu'il est plus dosé, point. Mais sur les formes graves, il n'y a pas de différence. Et tout ça, il faut bien comprendre que c'est cohérent, parce que la réponse primaire donnée par la vaccination après une dose puis 2 doses fait monter les anticorps, on perd assez vite les anticorps, et puis quand on fait la dose de rappel, le booster, rappelez-vous, c'est au moins 3 mois après, au moins, ben les anticorps vont beaucoup plus haut, diminuent beaucoup plus doucement et persistent bien plus longtemps. Et en plus, ils ont une affinité plus importante, ce qui vous explique pourquoi ça compte. Alors, donc, avant, quand c'était la souche originale, il fallait très 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 peu d'anticorps pour se protéger. Quand le Delta est arrivé, il en fallait encore plus. Et quand on arrive à l'Omicron, il en faut encore plus. Et on ne peut pas courir indéfiniment après les taux d'anticorps. J'entends parler de 4e, 5e dose, 6e dose. On n'y est pas encore parce que la solution n'est pas infinie. Alors, avant de vous parler de la vaccination, et j'ai passé plus de temps sur la vaccination, puisque dans les 40 minutes qui me sont imparties, qu'est-ce que change Omicron? Omicron est devenu tellement contagieux, que toutes nos stratégies, excusez-moi, la diapo est passée plus vite que j'attendais, toutes nos stratégies de diagnostic tombent. Parce qu'on est passé d'une maladie qui avait au départ un R0 entre 2 et 3 à 6 pour le micron, pour le delta, et à plus de 10 pour le micron. Et en plus, avec un temps de régénération, le temps entre le moment où le patient est infecté, où il est contagieux, est tombé à 2-3 jours. Ce qui fait que les épidémies explosent à cette vitesse-là. Ça fait poser la question de l'intérêt de continuer à tester de façon systématique, parce que la maladie, globalement, est bénigne. Elle est bénigne pour 2 raisons. La première, c'est qu'on arrive maintenant sur une population qui a été largement immunisée par la vaccination ou par la maladie. Et deuxièmement, on s'est aperçu que Omicron se développait très 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 bien dans le pharynx, très 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 vite, mais avec plus d'affinité pour le poumon. Donc la forme qui était la gravité chez l'adulte, c'est-à-dire la peine pulmonaire, est moins importante maintenant, d'où cette concordance. Est-ce qu'il faut vraiment dépisser tout le monde avec le Omicron? D'accord? Alors que maintenant on sait que chez l'adulte, je reviendrai après chez l'enfant, c'est un peu différent, il y a peu de formes pulmonaires parce que ça pénètre moins bien dans le poumon,
et que la population a été vaccinée ou attrapé la maladie avant. Ça ne l'empêche pas de faire des formes rhinopharyngées, mais la vaccination antérieure ou la maladie antérieure les protège bien des formes graves parce que cette immunité, parce que l'immunité cellulaire est relativement indépendante des mutations, ce qui explique pourquoi on a peu de formes graves. Maintenant, on va arriver à la vaccination. Alors, on est parti des ados, maintenant on est aux 6-11 ans, bientôt on nous proposera la 2-6 ans, et pourquoi pas un jour les moins de 2 ans. Je reviendrai très rapidement sur la diapo tout à l'heure. Alors, quelques données des ados, parce que les ados maintenant, ils sont vaccinés à 80% en France, et ils sont vaccinés à plus de 50% aux États-Unis. D'accord ? Et déjà, on a des résultats d'efficacité sur le terrain. La première question, est-ce que la vaccination a protégé les enfants des PIMS ou MISC, puisque le terme maintenant qui est consacré, ça va être une fois de plus le terme américain, de MISC. La réponse est oui. Le taux de protection contre les MISC, il est de 91%, avec un intervalle de confiance qui ne souffre pas d'erreur. La même étude a été réalisée en France. On vous confirme qu'on a très peu de MISC chez les vaccinés. Dans les questions, on viendra après sur MISC et vaccination, si vous voulez. Autre chose qui est très intéressante aux États-Unis, c'est qu'ils ont comparé l'efficacité sur le terrain devant des infections symptomatiques, non graves. Là, vous voyez la vaccination des 12-15 ans. Là, ici, vous voyez la vaccination des 16-19 et après la vaccination des plus de 20 ans. Là, on est essentiellement avec du Pfizer et du Moderna. Et vous voyez bien que c'est pas étonnant, les adolescents fabriquant plus d'anticorps, ils sont mieux protégés que les 16-19 ans et ils sont mieux protégés que les plus de 20 ans. Non seulement ils ont une taux de protection initiale qui est plus élevé, mais la persistance des anticorps est meilleure, bien qu'elle ait tendance à diminuer. Mais là encore, ce n'est pas à des vieux sages qu'on apprend à faire la grimace, c'est vrai pour tous les vaccins. Si on fait le papillomavirus en 2 doses au lieu de 3 doses, c'est à 11-12 ans, c'est parce qu'on sait que c'est mieux. Si on fait l'hépatite B en 2 doses au lieu de 3 doses, dans cette tranche d'âge, c'est parce qu'on sait qu'ils ont une immunité meilleure. Mais là, c'est la démonstration de l'efficacité du programme chez l'adolescent qui paraît bien plus efficace, pas qui paraît, vous voyez les traits qui sont doux, c'est l'intervalle de confiance. Vous voyez que ces intervalles de confiance ne se recoupent pas, c'est clairement et significativement plus efficace, même en période de delta. Et là encore, une donnée qui est très intéressante chez les adolescents, c'est la comparaison, puisque aux États-Unis, il y a 50% qui sont vaccinés et 50% qui ne sont pas vaccinés, la protection pour les formes courantes, ça divise le risque par 7, nous sommes avec du delta 1, donc déjà un variant un peu résistant. Et pour les hospitalisations, par 11. Donc on a la preuve sur le terrain que la vaccination des adolescents marche. Et vous savez que ces études sur les terrains sont fondamentales parce que c'est en vie réelle et c'est sur des populations non sélectionnées. Donc, la vaccination des adolescents, pour nous, c'est une affaire réglée. Oui, il faut vacciner les adolescents. Oui, ça les protège des formes courantes, des formes graves et des PIMS ou MISC. Maintenant, est-ce que quel est le risque de cette vaccination? Et là, cette étude est très intéressante parce que c'est l'étude avec le risque de myocardite en Israël après la dose 1, là encore on est dans de la vie réelle, après la dose 2 et après la dose 3. Alors, d'un coup, on va gommer les filles
d'accord? Parce que, quel que soit le risque chez les filles, le risque post-dose 1, post-dose 3, c'est-à-dire post-booster, hein, il est extrêmement faible. Le problème, c'est les garçons. Et les garçons, vous voyez qu'il y avait un risque de myocardite qui était plus important chez les 16-19 qu'il n'était chez les 12-15. Si vous voyez ce risque de 15,3 pour 100 000, ce n'est pas un risque négligeable, hein, c'est à peu près un risque, à peu près 1 sur 10 000. Mais ce n'est pas les 12-15, alors que c'est les 12-15 qui ont la plus forte réponse immunitaire, on vient de voir dans les diapos précédentes, c'est pas eux qui font le plus de risques. Et si on prenait, je ne sais pas si j'ai la diapo, les 5-11 ans, il y a encore moins de risques. Alors, il faut essayer d'intégrer tout ça. Comment se fait-il que ce soit les garçons plus que les filles? Eh bien, l'explication est probablement induite par la sécrétion d'androgènes chez les garçons, et c'est les androgènes qui les rendent susceptibles au myocardite quand ils sont vaccinés. C'est pour ça que les 12-15 ans qui en sécrètent moins et les enfants qui en sécrètent encore moins c'est l'explication qu'on propose pour expliquer pourquoi c'est moins fréquent. Donc, clairement, c'est après la deuxième dose, au moment de la montée des anticorps après la deuxième dose, mais sur des populations qui sont déjà en sécrétion d'androgènes en quantité suffisante. Ce qui est très intéressant, c'est que la dose 3 que vous voyez ici, finalement, alors que le taux d'anticorps avec la dose de rappel, vous l'avez vu, est nettement plus élevé qu'avec la dose 2, je vous ai montré ça tout à l'heure, eh bien, il n'y a pas plus de myocardite, il y en a même moins qu'après la deuxième dose. Comme si tous ceux qui étaient susceptibles génétiquement et physiologiquement de faire la myocardite l'avaient fait au moment de la deuxième dose, et finalement, la troisième dose, la booster dose, a un risque augmenté, mais pas chez les 12-15 ans, encore chez les petits, on n'a aucune expérience, on n'en parle plus, mais même chez les autres, on voit bien ça. Donc, je trouve que la rapidité d'évolution des connaissances est considérable. Maintenant, les adolescents, je vous ai dit ce que j'en pensais, maintenant les enfants. Alors maintenant, pourquoi vacciner les enfants? Bénéfice individuel, combien de morts, combien de séjours à migration, combien de séquelles, combien d'hospitalisations, combien de consultations, combien de tests. Finalement, c'est assez peu, d'accord? Mais il faut tenir compte du variant Delta et peut-être d'Omicron. Ça, c'est le bénéfice direct. Alors, Omicron, on ne sait pas quel est le niveau de protection. On l'a vu tout à l'heure, 2 doses d'Omicron n'exercent pas une protection exceptionnelle. Donc, ça ne change pas vraiment la donne. Excusez-moi, je reviens sur la diapo qui est passée toute seule. D'accord? Mais par contre, si ça peut permettre plus de jours d'école supplémentaires, moins de problèmes mentaux psychiatriques, moins de tentatives de suicide, moins de décrochage, ça fait partie du bénéfice individuel. Maintenant, quant au bénéfice collectif, ne pas contaminer les autres, eh bien, on voit bien qu'avec Omicron, ben, c'est plus quelque chose qui tient vraiment. C'est-à-dire qu'on voit bien que plein de gens vaccinés attrapent Omicron, plein de gens qui ont déjà fait la maladie attrapent Omicron. Donc, ce bénéfice collectif, pour nous, n'est pas l'essentiel. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça a donné en termes d'hospitalisation avant la fin de l'Omicron en France? C'est 1824 hospitalisations, dont 226, je parle de la tranche d'âge 5-11 ans, je ne parle pas de tous les enfants. Hein, parce que rappelez-vous la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, avec plein d'hospitalisations, c'est des moins de 1 an. Et si je prends les moins de 1 an et les moins de 5 ans, c'est 80% des hospitalisations. C'est pas ça qui va changer avec la vaccination des 5-11 ans. Et 3 décès, dont 1 virus. Donc, vous voyez,
le bénéfice individuel, il est bien moins important, par exemple, que peut-être la vaccination contre le rotavirus, que peut-être la vaccination contre la varicelle, ou peut-être que la vaccination contre des méningos A, C, Y, W, etc. Donc, le bénéfice, il est modeste, mais il est réel. Pourquoi les Américains se sont précipités sur la vaccination et pas les Européens en général, parce qu'on verra les taux de couverture qui sont modestes, c'est parce qu'aux États-Unis, ce n'est pas 100 000 habitants. Déjà, vous voyez que le nombre de décès, par 100 000 enfants dans cette tranche d'âge-là est 7 fois 5 plus important aux États-Unis, c'est pas pour tout le pays. Donc déjà, c'est pas la même chose. En plus, quand vous voyez le nombre d'hospitalisations est multiplié par 1,3 aux États-Unis, le nombre de PIMS par 1,8 et le nombre de séjours en réanimation par 2,4. Et ils sont retrouvés, les Américains, avec aussi une population adulte qui ont plus de mal à vacciner que vous pouvez en avoir ou que nous avons. Donc, tout ça fait qu'ils sont précipités. Nous, on a dit on va attendre les résultats de la pharmacovigilance américaine. Et les résultats de la pharmacovigilance américaine sont excellents pour la tranche d'âge 5-11 ans, puisque sur les 8,5 millions d'enfants vaccinés, dont plus de 2 millions après la deuxième dose, il y a eu en tout et pour tout 10 myocardites. Excusez-moi, je reviendrai après. Donc, 10 sur 2 millions, ça fait une incidence qui est très 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 faible, largement inférieure à 1 sur 200 000, et bien entendu, toutes ces myocardites ont guéri sans séquelles. Donc c'est pour ça que la priorité qui nous est apparue, c'est de vacciner les populations à risque. Et parmi ces populations à risque, elles sont maintenant à peu près bien corrigées. C'est les cardiopathies congénitales non corrigées, enfin, pas tant que ça. C'est les asthmes, mais ce n'est pas tous les asthmes, c'est ceux qui ont besoin de corticoïdes par voie générale ou qui ont une hospitalisation ou qui ont des traitements de fond sévères. C'est toutes les maladies graves touchant l'enfant, la drépanocytose, la trisomie, etc. Tout ça, il y a une vraie priorité à vacciner ces enfants. D'accord ? Maintenant, ce qu'on fait aussi assez systématiquement, c'est qu'on leur fait un contrôle sérologique avant la première dose, au moment de la première dose, parce que, comme pour l'adulte, on estime que quelqu'un qui a fait la maladie, la dose qu'on lui fait, c'est un rappel, il n'a pas besoin de dose supplémentaire. Et comme les effets indésirables chez l'adolescent survenaient surtout après la deuxième dose, si on peut éviter les deuxièmes doses, on les évite. Et là, avec cette stratégie-là, aujourd'hui, il y a un tiers des enfants vaccinés qui ont déjà un trône positif, un trône sérologique au bout du doigt. Et donc, on a fait ça. Alors voilà, vous connaissez, je ne sais pas si vous l'avez déjà, mais c'est le tiers de la dose adulte. Donc, comme c'est difficile d'injecter 0,1 millilitre, il y a une forme pédiatrique qui est sortie. Donc aujourd'hui, notre stratégie de vaccination, c'est les enfants à risque. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les enfants qui voyagent, parce que vous verrez que maintenant, il y a un nombre de pays où la vaccination a commencé. Comme ils demandent que les gens qui viennent chez eux soient vaccinés, ils demandent aussi que les enfants soient vaccinés. Moi, j'ai vacciné plusieurs enfants qui allaient à New York, qui allaient au Canada, qui allaient en Israël, pour lequel, si les enfants de 5 à 11 ans veulent rentrer, ils doivent être vaccinés. Comme je suis très rassuré sur la tolérance du vaccin, je le fais. Et le troisième groupe, on a commencé aussi assez largement, en tout cas qu'on préconise, c'est
les enfants qui sont déjà en 6e. Vous vous rappelez, la MN du Pfizer, c'était 12 ans. Or, 12 ans, on est en 5e. En 6e et en 5e, c'est pareil. Donc, quand on entre au collège, on fait la vaccination comme on vaccine les adolescents, et en plus, ils ont l'avantage de recevoir la forme faiblement dosée. Alors, maintenant, pourquoi on a choisi une forme faiblement dosée pour les petits, les 5-12 ans? C'est parce que les études de tolérance montraient que la dose adulte n'était pas si bien tolérée que ça chez l'enfant, et qu'avec le dosage au tiers, tel que vous le voyez là, on obtenait des taux d'anticorps qui étaient complètement comparables aux 16-25, ce qui s'appelle du luminobridging, c'est-à-dire que 10 microgrammes chez le 5-11 ans, d'accord, donne le même taux d'anticorps qu'un adulte de 16 à 25 ans. Donc c'est pour ça que même taux d'anticorps, meilleure tolérance avec les faibles dosages, et les données de pharmacovigilance que je vous ai données, c'est avec les faibles dosages. Hein. Voilà ce que je voulais vous dire maintenant. Donc il nous reste 20 minutes pour la discussion et je suis à votre disposition. Merci beaucoup Robert pour ces deux mises au point sur l'épidémiologie, la clinique et la prévention par la vaccination. C'est vrai que la question d'actualité maintenant concernant la vaccination, c'est la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. En partant ce matin de l'hôpital d'enfants où je travaille à Marrakech, on n'a aucun cas d'hospitalisation pour Covid pour les enfants. Donc hier, ça a été déclaré aux alentours de 6000 cas à l'échelle nationale. Mais bien sûr, tu vas me dire que ça dépend comment on teste. D'accord, combien le nombre qu'on teste et comment on teste, etc. Et c'est sûr et certain que, comme l'avaient bien constaté mes collègues, ce nouveau variant est très contagieux, mais c'est moins grave, comme tu l'as bien dit, qu'il est réservé aux voies aériennes supérieures et que très probablement il survient sur une population déjà immunisée, soit par l'infection, soit par le vaccin. Voilà. Donc, je signale que jusqu'au début décembre, on avait 33 cas d'enfants décédés par Covid au Maroc. Voilà, 33 enfants. J'espère qu'on n'aura rien avec le nouveau variant. On ne sait pas où on va avec le nouveau variant. Mohamed, est-ce que je peux bien sûr, bien sûr. Que j'avais suggéré la gravité chez l'enfant du Covid, c'est les PIMS. D'accord. Ouais. C'est pas l'atteinte pulmonaire comme tu l'as dit. Tout à fait. Or, tout à fait. Personne aujourd'hui ne sait si l'Omicron donne des PIMS ou pas. Tout à fait. Parce que les premiers cas, rappelez-vous, c'est le 25 novembre que l'alerte a été donnée. On est à 1 mois et demi de ça. Tout à fait. Or, les PIMS surviennent en moyenne 1 mois à 6 semaines après l'infection. Et en Afrique du Sud, ils n'avaient pas décrit beaucoup de PIMS. Il n'y a aucun pays qui nous précède, parce que l'Angleterre nous précède qu'une semaine, le Danemark. Donc on ne sait pas. Si il est bénin sur les PIMS, on va être très 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 bien, parce que l'Omicron va être immuniser énormément de nos enfants sans complications. D'accord. Maintenant, s'il n'en donne pas beaucoup plus, parce que c'est une complication immunologique, alors là, on risque d'être plus embêté. Dans le même sens, pour donner une idée claire à ce que se passe au Maroc pour mes collègues présents qui nous écoutent à distance, c'est qu'à Marrakech, nous avons eu une trentaine de cas de PIMS bien documentés avec Delta. Et puis, on a échangé beaucoup avec Blanca, qu'il y avait aux alentours d'une quarantaine, à Oujda et ailleurs. Je pense que pendant cette période, il y avait pas mal de cas de PIMS que nous, normalement, nous devrions, disons, exploiter ensemble pour donner une idée plus exacte. C'est vrai que le PIMS, avec le nouveau variant, c'est une voie explorée.
Je vois que Moulay Saïd il veut réagir en attendant que le collègue dans la salle ou à distance réagisse. Tfadl Moulay Saïd. Merci. Moi, je voudrais dire que au niveau du comité technique de vaccination, la recommandation, bien sûr, à côté de moi, il y a le docteur Yahya, la recommandation est claire. C'est pour les enfants qui ont des pathologies chroniques. Tu as fait la liste, c'est la même liste, identique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme il vous l'a dit, le comité est à la 64e réunion depuis qu'il a été instauré en septembre, donc ça fait plus de 14 mois. Donc on adapte en fonction d'abord de l'épidémiologie locale, c'est ça le plus important, et puis en fonction des données mondiales. Mais au jour d'aujourd'hui, chez nous, il n'y a pas de raison avec les données qu'on a de vacciner tous les enfants de 5-11 ans, d'autant plus qu'il faut le savoir, nous avons encore 4 millions de personnes à vacciner pour la première et la deuxième dose, pour arriver aux 80% de la population générale. Et nous avons aussi actuellement, puisqu'on a baissé le délai avec l'apparition d'Omicron, entre la deuxième et la troisième dose booster à 4 mois. Et on a encore, actuellement, on a encore 4 millions de personnes vaccinées que maintenant, c'est-à-dire pour la troisième dose. Et puis, le seul décès enregistré avec Omicron, c'est une femme de 67 ans qui a un diabète, qui a une obésité et qui avait fait sa deuxième dose en mars et qui n'a pas fait de troisième dose. Donc, les choses sont claires, l'importance de la troisième dose, il faut axer sur les adultes, axer sur les adultes qui ont plus de 60 ans, qui ont des pathologies, il faut qu'ils accélèrent leur troisième dose booster, d'autant plus qu'ils ont l'immunité 3 à 7 jours après cette dose-là, et donc ça aussi, c'est important. Donc c'est ça le plaidoyer qu'on fait, d'autant plus que nous félicitons les élèves de 12-17 ans, puisqu'on a vacciné quand même, et on les remercie. Ils ont fait un acte citoyen parce qu'ils ont participé à l'immunité collective, et on remercie les parents aussi parce que nous avons vacciné 2 600 000 enfants sur les 2 800 000 qui étaient attendus à vacciner dans cette tranche d'âge. Donc voilà le message qu'on a nous. Vaccinons d'abord les adultes, complétons la vaccination des 200 000 de 12-17 ans qui manquent encore, vaccinons avec la troisième dose tous ceux qui ont plus de 4 mois et voyons, comme tu viens de le dire, ce que vont nous rapporter, que ce soit l'expérience de l'Angleterre ou l'expérience de la France, puisque, comme tu le dis, il y a juste une semaine, donc on saura. Voilà où est-ce qu'on en est. Je vais donner la parole à mon ami Dr Yahya. Je peux te dire comment vous avez été sage. Moi, je suis d'accord, je suis 100 fois d'accord avec ce que... On n'a pas les élections, nous, donc c'est même ça qui fait ça, qu'on est plus à l'aise. On n'a pas les élections. On a un roi qui nous conseille bien. Et nous avons cette chance-là. Le Maroc a la chance d'avoir un roi. Et ça, c'est longue vie à notre roi. Merci. Et alors, en plus, l'Omicron, la vague d'Omicron va être tellement rapide que de toute façon, on n'arrivera pas à vacciner suffisamment d'enfants, même si on le voulait. Donc, l'axe qu'il faut prendre, c'est celui-là. Hein? Après Omicron, on verra. Omicron, il danse plus vite que la musique, c'est ça? Bien sûr. Ah ouais. Il va vacciner plus de gens, peut-être dans le ressort. Il arrive à infecter plus de gens qu'on est capable de vacciner. Moi, je voulais juste souligner une chose. L'étude marocaine qui a été faite quand même sur 700 000 personnes, l'effectif total.
Je ne vais pas dévoiler les chiffres, c'est encore confidentiel, mais il nous réconforte d'une façon crédible, comme l'a dit le professeur Cohen, le monde réel sur le terrain, que nous réconforte dans la prise de décision de mettre le booster à 4 mois. C'est l'effectiveness, aujourd'hui, c'est entériné, et la vaccination, ces 3 millions qu'on doit encore rattraper, reste fondamental. On va écouter nos amis dans la salle. Audrey. Merci. Alors moi je vais être beaucoup plus pratique. Aujourd'hui à Casablanca, on remarque tous le manque de médicaments dans les pharmacies parce qu'on a énormément de prescriptions au point que le paracétamol manque. Donc je voudrais que tu reviennes sur... Robert, si tu peux nous dire un petit peu ce que vous donnez comme traitement, ce qui est recommandé. Donc ça c'est ma première question. Ma deuxième question, on a énormément de cas, bon ça c'est connu, et presque tous les tests qu'on réalise pour les enfants qui ont des cas contacts positifs, PCR positifs, reviennent positifs. Alors, quand tu en as parlé tout à l'heure, faudrait-il continuer à faire des tests chez ces enfants? Donc c'est pour aider un petit peu à soulager nos laboratoires et à diminuer la pression sur nos pharmaciens. Merci. Je voudrais juste répondre moi sur la partie médicaments et dire que j'ai pris l'initiative de contacter Madame Moudah, qui est la directrice du médicament, en lui donnant la liste de tous les médicaments qui manquent, surtout en pédiatrie, et qu'il y a des inspections qui vont sortir, parce qu'il faut le savoir que la loi 1704 prévoit 3 mois de stock. Ça c'est la loi, et le laboratoire n'a qu'à se débrouiller. Le laboratoire fabricant et aussi le grossiste, pas le pharmacien, pas le médecin. Et donc, ça a été fait. Donc, on vous dira ce qu'il en est début de semaine prochaine. Maintenant, c'est vrai que nous, il ne faut pas oublier ça toujours, Robert le rappelle, quand on est dans nos cabinets privés, ce n'est pas la médecine du public. Donc, on est obligé de répondre à l'attente des parents. Et si les parents demandent est-ce qu'il n'a pas le Covid, on est obligé quand même de faire le test pour répondre, parce qu'on ne peut pas répondre sans test. Robert, tu vas donner ton avis, après je réagis après toi pour contextualiser un petit peu la prise en charge des enfants au Maroc. Vas-y Robert. Donc, pour nous, et je parle des enfants de ville, ils ne reçoivent que du paracétamol. Point. Maintenant, je ne te dis pas qu'il n'y a pas quelques prescriptions d'azithromycine à gauche, à droite. On va revenir sur ce point-là, sur le bon usage des antibiotiques demain. Je ne te dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a, mais les recommandations sont claires et finalement, il y a relativement peu d'enfants qui sont traités. Et Omicron guérit très vite. Je voulais revenir à ce que te dit Jalal tout à l'heure. Moi, ce qui me choque aujourd'hui dans les tests, c'est pas éventuellement de tester un enfant qui a de la fièvre. Si tu lui dis qu'il a le Covid, les surinfections avec le Covid sont exceptionnelles. Autant le VRS se surinfecte, mais le Covid, il donne très peu d'infections pneumococciques ou anopheles. De savoir qu'il a le Covid, tu te dis, ok, il a attrapé le Covid, et puis il n'y a pas besoin d'antibiotiques, il n'y a pas besoin de trucs, c'est une façon aussi de ne pas prescrire parce que c'est que le Covid. Donc pour moi, c'est encore plus facile. Moi, ce qui me choque, c'est de tester tout le monde dans l'entourage, comme c'est préconisé en France, de genre, on s'en fout, le micro, il va circuler, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas empêcher que le micro circule. C'est une contamination qui est air. Air, ça veut dire que l'aération des pièces est fondamentale, et je peux vous dire que les capteurs de CO2, ça marche très bien. Les purificateurs, ça marche très bien. Et aussi, quand on veut vraiment, le masque FFP2, mais qu'il ne faut pas mettre. Pourquoi on ne le met pas? Parce qu'on ne peut pas rester toute la journée avec un masque FFP2 bien posé sur le nez. Le masque FFP2, pour qu'il marche, il faut qu'il soit désagréable. Il n'y a pas d'autre solution, sinon il ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas empêcher cette transmission. Donc moi, Jalal,
malade, comme le dit Saïd tout à l'heure, je teste, il est positif, c'est le Covid, il a du paracétamol, ça va guérir dans 3-4 jours. Je leur parle bien entendu pas de complications, parce que sinon il n'y a pas de complications, d'accord? Et puis je garde ça en tête qu'il a fait l'infection. Voilà, ça s'arrête. Ouais. Suite à la demande de notre ministère de tutelle, ministère de la Santé, on s'est réuni un groupe de collègues. Il y a Sahida Mustafa qui est avec nous, il y avait Sibou Swiha, il y avait un certain nombre de Semarawi, de Rabat, etc. Donc, quelqu'un un peu représentatif des différentes grandes villes du Maroc. Et nous avons discuté du protocole de l'enfant. Nous sommes pour soulager le protocole. Nous n'avons pas suivi la grande polémique de l'adulte avec la chloroquine, avec tout ce que tu veux. Et je peux te dire, et Robert ne fera que confirmer, je pense que d'ici quelques mois, et même déjà, l'azithromycine devrait être classée. Parce que tellement il a été prescrit chez nous, à droite, à gauche, et en altérant la flore bactérienne chez l'enfant et l'adulte, qu'il y aura un taux de résistance. Nous devons faire un travail dans ce sens-là, et c'est sûr et certain que l'azithromycine, qui a ses indications, c'est un bon antibiotique, qui a ses indications propres, d'accord, qui devrait être classé. Moi, je suis très peu médicament. Et je peux t'assurer que je n'ai jamais donné de la chloroquine à un enfant, depuis que les enfants que nous avons pris en charge. Tout ça, ça se discute. Hein. Je ne vais pas polémiquer aujourd'hui a posteriori, mais chez l'enfant, je n'ai jamais donné de chloroquine, et que nous étions, nous les pédiatres qui ont travaillé sur le protocole suite à la demande de notre ministère de tutelle, d'accord, que nous avons essayé de traiter que le symptomatique. D'ailleurs, les formes graves ont été très très rares chez l'enfant et doivent être évacuées vers la réanimation, vers l'unité de soins intensifs. Le deuxième problème qui se pose et qui peut être aussi médico-légal, c'est quel enfant hospitalisé. Aujourd'hui, vous avez des nouveau-nés, vous avez des nourrissons qui sont positifs. S'ils sont très peu symptomatiques, une petite fièvre, le nez qui est bouché, on en fait quoi? Écoute, Gérald, si tu prends le protocole de notre ministère, tout est clair. Les critères d'hospitalisation, ça rejoint les infections respiratoires de l'enfant avec tout ce qui est tirage sous-costal, tout ce qui est saturation, tout ce qui est cyanose buccale, tout ce qui est la fréquence respiratoire. Hein. C'est comme l'approche de l'OMS qu'on faisait classiquement dans une médecine de masse. D'ailleurs, je peux te l'envoyer. On a travaillé sur ce protocole, il est clair, il est très simple et ça ne nécessite pas beaucoup d'examens paracliniques. C'est essentiellement jouer sur l'interrogatoire et sur l'examen clinique de base. Robert, qu'est-ce que tu fais en France? Exactement, c'est-à-dire qu'au contraire, l'Omicron nous a presque facilité la tâche, entre guillemets, parce que quand tu avais un enfant de moins de 2 mois, on va prendre ce délai-là parce que vraiment on peut gagner, de moins de 2 mois, qui avait 38,5 de fièvre, qui toussait, la tendance à l'hospitalisation à cause du VRS, à cause des affections bactériennes précoces, etc., était d'hospitaliser. Aujourd'hui, quand il a un Omicron positif et qu'il a un examen aussi rassurant que vient de le décrire Mohamed Bouchraoui, moi je le surveille à la maison, il n'y a pas de risque particulier pour les 2 mois. Hein. Il n'y a pas de risque, au contraire, c'est une aide. On le faisait déjà avec des tests de diagnostic rapide de la grippe. Je sais qu'on utilise nous en consultation et je vous ai montré des tests qui font grippe, VRS, tout. Et bien, quand on avait un enfant de 1 mois et demi qui avait 39 de fièvre et qui, quand il avait la grippe A positive, et ben on ne l'hospitalisait pas. On le surveillait, on lui disait, parce que ça ne veut pas dire qu'on le lâche complètement. Voilà. On lui disait, ben voilà, je sais que c'est la grippe A priori on va vous surveiller extérieurement, je n'ai pas besoin de vous garder, de vous hospitaliser. Pour Omicron, c'est exactement pareil. Le problème de l'hospitalisation, c'est que beaucoup de gens n'ont pas de test de diagnostic rapide aux urgences, et un enfant qui a 39 et qui a 2 mois, ben, il est hospitalisé pour hémoculture, patati patata. Alors, dans le même sens,
si vous l'avez remarqué, ces dernières semaines, nous avons eu beaucoup de bronchiolites. Hein. C'est la même approche. Tu ne peux pas hospitaliser toutes les bronchiolites. Il y a des indications précises, classiques pour la pathologie respiratoire, pour l'hospitalisation. Est-ce que les autres collègues, ils ont des questions? On a la PCR. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que la PCR est aussi efficace sur le nouveau variant? Jusqu'à preuve contraire, il n'y a rien qui démontre que c'est pas ça. Qu'est-ce que tu peux en dire, Robert? Alors en fait, quand tu fais une PCR, tu détectes plusieurs amorces différentes, d'accord? Et tu fais pas, tu détectes au moins 2 amorces différentes du virus. Et à ma connaissance, aucun, le micron touche celles qui sont sur le spike, effectivement, comme le spike est complètement différent, mais tu as toujours un des 2 autres qui reste positif. Donc, finalement, si tu sais interpréter, les laboratoires maintenant ont vite compris comment on interprète au micron, au contraire, si l'amorce du spike ne marche pas, c'est qu'ils disent non seulement c'est positif, et si je peux même vous dire que probablement c'est au micron. Donc ça ne pose pas vraiment le résultat, mais les laboratoires sont tout de suite adaptés à ça. Tout à fait. D'ailleurs, en tant que pédiatre, nous assumons notre responsabilité. Moi, je peux dire que ce n'est pas l'acharnement sur la vaccination de tous les enfants de 5-15 ans qui va régler le problème actuel. Ah non, ça c'est clair. C'est la vaccination des enfants à risque, ça a été bien souligné par Robert, et surtout... Bien souligné aussi par le comité de vaccination nationale. Et regardons notre entourage pour aller pousser les sujets âgés qui n'ont pas fait leur 3e injection, c'est fondamental. Robert, qu'est-ce que tu peux nous donner comme message avant de terminer cette rencontre avec toi? Alors, pour confirmer ce que tu dis, dans cette vague au micron qu'on a qui englobe des hospitalisations, en réanimation, d'accord, plus de la moitié des patients ont des facteurs de risque qui rentrent dans le cadre de ce que vous avez défini comme facteur de risque de la vaccination. Malheureusement, beaucoup d'entre eux étaient trop jeunes pour être vaccinés. Tout à fait. Parce que n'oubliez pas, dans ces facteurs de risque d'hospitalisation, on n'a pas de vaccin pour les moins de 5 ans, etc. C'est pour cela qu'on fait comme pour la grippe, on demande à l'entourage d'être vacciné. Absolument. Tout à fait. C'est-à-dire que pour la grippe, oui, les soignants, plus qui doivent être vaccinés, plus l'entourage de malade chez lui, lorsqu'il a une table... Aux écoles aussi, il faut que les enseignants soient vaccinés et soient vaccinés avec la 3e dose. Malheureusement, il y en a pas mal qui ne sont pas vaccinés. Moi, je voudrais juste dire que c'est vrai que le pédiatre est juge, mais il y a parfois des familles où il faut faire une hospitalisation. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr du suivi à la maison. Et comme le disait mon maître, professeur Vidaillé, l'angoisse des familles est un motif d'hospitalisation. Bien sûr. Robert, il y a beaucoup de gens qui nous suivent à distance. Il y a une petite question de Semlani Jamila. Merci pour ces informations pertinentes. Concernant le traitement Covid chez l'enfant, que pensez-vous de nouveaux traitements? Alors, les nouveaux traitements, il y a 2 molécules, une de Pfizer et une de Merck, qui viennent d'être acceptées non seulement aux États-Unis, mais en Europe, mais c'est quand même pour les formes graves et pour l'adulte, formes graves, pour des gens qui ont des facteurs de risque de formes graves. Et la molécule de Pfizer, en l'occurrence, réduit le risque de passage en réanimation et de besoin en oxygène de 80-90%. Donc c'est aussi une très belle opportunité. C'est cette molécule qui va encore réduire le risque, mais ça s'adresse à des gens, des adultes qui ont des facteurs de risque. Alors, dernière question, c'est votre avis sur les vaccins chinois, efficacité. En fait, c'est nous les Marocains qui devons donner une idée sur cette efficacité, parce que finalement, il y a très peu
de données dans la littérature mondiale. Si Yahya, tu as une idée, tu peux intervenir, Yahya? Oui, professeur Muscleri, comme je l'ai dit, l'étude marocaine elle a été faite sur à peu près 749 000 personnes avec prélèvement, cas témoins. Je ne peux pas me prononcer sur les résultats parce que c'est encore confidentiel, c'est en cours de publication. Mais l'étude, elle a ciblé le Sinopharm et je peux dire que les résultats sont très intéressants, très concluants et ça nous a réconfortés dans la prise de décision du comité scientifique. Je ne fais que vous mettre l'eau à la bouche, mais ça va être plus cher. Sur ce qu'on avait, je voudrais juste ajouter que sur les personnes qui avaient les 2 doses, avant la 3e dose, qui avaient les 2 doses, comparaison Sinopharm versus Astra, il y avait 2 tiers de personnes qui étaient vaccinées par Astra qui faisaient un Covid que le tiers de Sinopharm. Ça aussi, on a les chiffres. Donc, voilà. Robert, est-ce que tu as des choses à dire avant qu'on te dise à demain? Moi, je pense qu'aujourd'hui, quelle que soit la primo-vaccination, que ce soit Sinopharm, Astra ou Pfizer, l'important c'est de faire la booster dose. Tout à fait. Parfait. Un grand merci, Robert, pour ton éclairage. Et on va t'applaudir, bien sûr, dans la salle. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de te voir, même si c'est à distance, et donc à demain, avec autant de plaisir qu'aujourd'hui. Donc, tu peux rester avec nous. On va faire l'inauguration en quelques minutes. Bien sûr. Et donc, je vais appeler Monsieur le Pacha, qui est le représentant de Monsieur le gouverneur. Donc, je tiens à remercier. Non, reste. Je tiens. Tu te remercie, le Pacha.